Allez, bonsoir à toutes et à tous. Je déclare la séance du Conseil municipal du 19 janvier ouverte. Je vous prie de bien vouloir excuser Brigitte Tecaille qui a donné pouvoir à moi-même, Gustave Fribourg, Christophe Grenier qui arrive, il est sur la route, il arrive, Pascal Baldo qui a donné pouvoir à M. Chevalot, Mme Perrard qui a donné pouvoir à M. Demangeot, M. Dupont qui a donné pouvoir à Mme Truchassou, et M. Delaplace qui a donné pouvoir à M. Binet. Donc le quorum étant largement atteint, donc nous allons pouvoir valablement délibérer. Je vous propose de nommer comme secrétaire de séance M. Demangeot. Sur cette proposition, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et je vais demander à M. Demangeot de procéder à l'appel nominal, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Joseph Afribault. Présent. Sylvie Masson. Présente. Michel Vangière-de-Gomme. Présent. Pierrette Sévignon. Présente. Patrick Demangeot. Présent. Brigitte Lecaille. Absente. De pouvoir donner à M. Afribault. Georgette Truchassou. Présente. Jean-Charles Lapremont. Présent. Marie-Josée Thomas. Présente. Joël Langonier. Présente. Michel Laranger. Présente. Francine Richard. Présente. Pascal Baldo. Absent. Pouvoir donner à M. Chevalot. Thierry Chevalot-Bérou. Présent. Frédéric Paulet. Présent. Stéphanie Perrard. Absent. Pouvoir donner à M. Demangeot. Stéphane Binet. Présent. Rachel Devy. Présente. Franck Dupont. Absent. Pouvoir donner à Mme Truchassou. Michel Mercier. Présent. Mathieu Doris. Présent. Mathieu Delaplace. Absent. Pouvoir donner à M. Binet. Renaud Averly. Présent. Michel Varnesson. Présent. Éric Hulpa. Présent. Laurence Brunin. Présente. Karine Mérieux. Laurie Bocalou, pardon. Présente. Merci, monsieur le secrétaire. Vous avez été toutes et tous destinataires des documents de travail pour cette séance, et notamment le procès-verbal de la précédente réunion, celle du 13 décembre 2022. Est-ce que ce procès-verbal appelle des observations, des interventions de votre part? Non. On passe à l'approbation du procès-verbal. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Procès-verbal adopté à l'unanimité des présents. Je vous remercie. Je demande maintenant à M. Demangeot de procéder à la lecture de l'ordre du jour. Ordre du jour du Conseil municipal du 19 janvier 2023. Point 1. Avis sur le troisième arrêt de projet du PLUI de la communauté de communes du Pays Rothellois. Point 2. Désignation des délégués du Conseil municipal au comité des œuvres sociales, le COS, du personnel de la ville. Point numéro 3. Contrat d'occupation de la salle Atmosphère, saison culturelle 2022-2023. Point numéro 4. Orientation budgétaire, année 2023. Point numéro 5. Acte pris par M. le maire dans le cadre de ses délégations. Point numéro 6. Affaires diverses. Sur cet ordre du jour, y a-t-il des interventions, des oppositions? Pardon, j'ai oublié d'appuyer sur le micro. Donc, pas d'observation sur l'ordre du jour? Non. Des oppositions, des abstentions? Donc, procès-verbal, ordre du jour adopté à l'unanimité des présents. Allez, premier point de l'ordre du jour, donc avis sur le troisième arrêt du projet du PLUI de la communauté de communes du Pays Rothellois. Donc on vous rappelle l'historique un peu donc, de la procédure qui a été lancée en 2015. Donc une première délibération a été prise qui prescrivait la réalisation d'un plan local d'urbanisme intercommunal pour l'ensemble du territoire, donc les 65 communes. Donc c'est un document, c'est une bible, c'est un document précieux pour chaque collectivité locale, chaque commune, puisque ce document qui va être validé dans peu de temps, donc, va permettre aux communes de pouvoir se développer, tant en matière d'habitation, tant en matière d'entreprise, dans le cadre du développement économique, dans les déclarations de travaux, dans les rénovations. Donc c'est un document très très précieux. Et on attendait donc la fin du parcours, puisque ça a été assez laborieux, puisqu'avec toutes les contraintes sanitaires, les contraintes législatives et puis d'autres, donc ça a mis quand même un certain temps, comme je vous le disais. Donc une délibération
a été prise qui prescrivait la mise en place d'un PLUI en février 2015. En 2018, il y a eu une première réunion publique qui concernait Rethel et Soleurrethel afin de présenter le projet du territoire, ainsi que le projet d'aménagement et de développement durable. En 2019, il y a eu une deuxième réunion publique qui concernait le zonage, le règlement et les orientations d'aménagement et de programmation. Voilà. Ensuite, donc, il y a eu en ce qui concerne les dates des arrêts du projet du PLUI par la communauté de communes, il y avait une règle relative à l'avis des communes dans le cadre d'une présentation de projet du PLUI. Si l'ensemble des avis étaient favorables, le projet du PLUI est arrêté. Si au moins une commune émettait un avis défavorable, le projet est représenté aux différentes communes et lors de la deuxième consultation, un avis unanime n'est pas nécessaire. Vous voyez, c'était les conditions qu'il a fallu mettre en place. Donc, pour être très clair, je vous ai aussi retracé l'historique de toutes ces démarches. Une délibération de la communauté de communes en date du 18 décembre 2019 qui enregistrait les avis favorables des services de l'État. Avis favorable aussi du conseil municipal de la ville de Rethel en date de mars 2020. 7 communes ont émis un avis défavorable, 3 communes ont émis un avis favorable sous réserve. Donc finalement, avec les règles mises en place, donc, le projet a été rejeté. Une seconde délibération donc, a été prise le 20 décembre 2020. Donc, et là, on a essuyé un avis défavorable du préfet des Ardennes, de l'architecte des bâtiments de France et de la mission régionale d'autorité environnementale. La principale remarque, c'était qu'ils ont considéré que la consommation foncière était trop importante. Ça veut dire que chaque commune avait fait des réserves foncières dans le passé trop importantes par aujourd'hui, donc il fallait rendre de la surface de la réserve foncière à l'agriculture. Donc réduire, et puis raison garder, puisque à partir de l'autonomie de chaque commune, dans le cadre du plan d'occupation des sols, est venue la création d'une communauté de communes avec une mutualisation de ce plan local d'urbanisme, ce plan local d'urbanisme. Donc il fallait fédérer toute cette démarche et puis après choisir des secteurs pertinents dans le développement économique. Donc ça a permis aussi de revoir un peu, je dirais, les classements des terrains à bâtir et des terrains commerciaux. Donc, et là donc, ça ne répondait pas à certaines exigences des services de l'État, et c'est la raison pour laquelle le projet a été une seconde fois rejeté. Une nouvelle délibération en novembre 2022, troisième consultation, donc un nouveau projet à valider par les communes. Le 30 mai 2022, donc, on a organisé, donc la communauté de communes a organisé en mairie de Rethel une réunion de travail avec la municipalité de la ville afin de trouver des solutions pour limiter la consommation foncière. Donc on a essayé de trouver un terrain d'entente qui a été facilement trouvé, puisqu'on a réduit des surfaces classées en zone commerciale ou en zone d'habitation pour mieux les situer, mieux les implanter dans le périmètre urbain, ne pas trop s'éloigner. Donc finalement, il y a eu une entente parfaite sur ce dossier-là. Et pour la conclusion de ces travaux, donc, il vous est précisé que la totalité des demandes de la ville a été prise en compte, et notamment les zones U, c'est les zones urbanisées, où principalement il y a des zones à usage d'habitation, qui ont été reprises dans leur intégralité, et les zones 1 à U, espaces ouverts à l'urbanisation, à court ou moyen terme, à vocation résidentielle, et qui ont été priorisés, donner des priorités d'urbanisation, de construction, pour ne pas s'éparpiller un peu partout. Et voilà donc ma gâchette, s'il vous plaît. Voilà donc le secteur rue de la Libération, qui a été priorisé en 1, c'est la zone violette, c'est la terre qui est située derrière le garage Maillot sur la rue de la Libération. Vous voyez, donc là, c'est commencé à TV. Vous voyez, la TV aussi de Brimont. Voilà, Brimont. Et donc, il y a une parcelle qui a été achetée par la ville de Rethel lors des acquisitions foncières pour la création du carrefour Paroche.
C'est une parcelle qui appartient aujourd'hui à peu près 2 hectares qui pourrait être viabilisée par la suite. Viabilisée et ouvert à la construction à usage d'habitation. Ensuite, donc priorité 2, vous avez sur la route de Parmy-Resson, sortie de Rethel sur la gauche, vous voyez, pareil, il y a une belle parcelle aussi là, hein, donc à prévoir un aménagement et notamment la mise en place d'un talus de protection avec la voie ferrée, bien sûr, mais il y a du potentiel ici, là, pour y édifier aussi des maisons à usage d'habitation. Ensuite, il y a à côté de l'entreprise Technipact, vous savez, on a eu des échanges dernièrement, et ça a été délivré lors des derniers conseils municipaux, des échanges avec la SAFER. Donc nous avons racheté la parcelle complète qu'on voulait en avoir que la façade. Donc le fond reste en zone inondable et la façade est classée en zone constructible, donc à urbaniser aussi. Et ensuite aussi le terrain à l'entrée, donc qui appartient à Gervais, terrain Gervais à l'entrée de Parmy-Resson sur votre droite, vous voyez. Donc pareil, la priorité 4, donc qui pourrait éventuellement, puisqu'il y a déjà une antenne de créer dans ce secteur-là pour éventuellement urbaniser ce secteur. Donc c'est très important pour la ville d'avoir finalement avoir été entendu, puisque je vous le disais lors du précédent conseil municipal, c'est que la ville de Rethel, aujourd'hui, c'est une ville qui perd des habitants. Donc on parlait toujours de 8200 habitants, je regrette. Aujourd'hui, population totale, c'est 7700. Et si on enlève la population comptée à part, c'est encore moins. Je tairai le chiffre. Mais là, donc il faut raison garder, il faut trouver des solutions pour arrêter, stopper cette hémorragie. Parce que déjà, ce n'est pas parce qu'on va faire de la construction qu'on va gagner de la population de suite. Il faut déjà freiner finalement cette perte de population, qui est importante, parce qu'on a constaté que depuis plusieurs années, nous ne délivrons plus, hormis les projets de privé, la ville n'a pas délivré le permis de construire depuis plusieurs années, sauf quelques cas particuliers, comme notamment le lotissement Fréchin, qui a permis d'avoir une 50aine de parcelles, donc 50 habitations. Heureusement qu'il y a quelques projets privés qui voient le jour, et celui notamment de Gervais, à côté de la piscine, qui était en sommeil depuis un certain temps, qui a repris la vigueur, tant mieux. Donc ça va nous permettre aussi de lutter contre cette démographie qui est en baisse aujourd'hui. Et il a été créé aussi, donc c'est spécifique à la ville de Rethel, pour essayer aussi de trouver des solutions dans les aménagements, dans les rénovations, une zone spécifique UAR, à urbaniser, R, c'est pour Rethel, qui correspond au centre-ville de Rethel et qui nous permettrait d'accepter des demandes de construction avec un R+3. R+3, pourquoi? Parce qu'il y a des habitations éventuellement comme Habitat 08 et tout ce qui s'ensuit, donc dans le quartier de l'avenue Charles de Gaulle, qui nous permettra aussi d'accéder à toutes ces demandes. Voilà, donc voilà un peu brossé assez rapidement, parce que vous avez eu toutes et tous les documents. N'hésitez pas à me poser des questions. Monsieur Averly, président de la communauté de communes, parce que c'est lui qui a piloté ce dossier en priorité, puisqu'il est porté par la communauté de communes du Pays rothellois. Est-ce que vous voulez intervenir sur ce dossier-là, qui, j'espère, va trouver une issue heureuse assez rapidement et qui va permettre de débloquer certains dossiers aujourd'hui. Oui, j'espère comme vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut avoir des documents d'urbanisme pour pouvoir construire. Je crois que ça a été bien énoncé. C'est complexe aujourd'hui pour les collectivités et pour les simples particuliers de pouvoir construire, puisque les textes aujourd'hui nous imposent de rationaliser et de protéger nos terres agricoles, nos espaces agricoles. C'est une nécessité. On va être plus de 8 milliards d'habitants sur Terre. Il faut penser effectivement à nourrir toutes nos populations, de n'importe quel endroit qu'on soit, et on a une belle nation productrice agricole. Donc il faut préserver. Donc on a des contraintes, et effectivement, depuis le lancement du PLUI en 2015, il y a des textes qui sont venus durcir la consommation foncière et l'extension foncière à l'extérieur. Ce qui fait que, pour en parler aux communautés de communes, comme je propose de prendre la casquette président de Comcom, sur notre territoire, on était à 400 hectares constructibles sur les précédents dossiers en urbanisme,
Et si on applique aujourd'hui les derniers textes votés en 2021, août 2021, on aurait 90 à 95 hectares de possibilités de construction. Donc je peux vous dire que quand on a demandé à chacun des maires, nos 65 communes, de faire des efforts pour réduire leurs zones constructibles, je peux vous dire que c'est un effort énorme de l'ensemble des municipalités. Vous avez vu sur le plan de vote, malgré tout, sur 65 communes, on avait 55 communes qui ont été favorables, donc il y avait un gros travail de concertation fait. 7 en défavorables parce qu'elles considéraient qu'elles n'avaient plus assez de domaines constructifs, sauf que les textes nous l'imposaient de toute façon. Et en tant que prescripteur des documents d'urbanisme, on a, nous, l'obligation de trouver un compromis entre ce que l'État nous impose et ce que l'État acceptera. On voit que le préfet, comme l'a rappelé monsieur le maire, le préfet avait refusé notre projet parce qu'il considérait qu'on avait encore trop de foncier. Après, le combat d'un maire et d'un président, c'est aussi de projeter son territoire et de considérer que s'il y a du développement économique, il faut absolument nous laisser des capacités à développer notre habitat. Alors développer différemment sur ce qui est déjà urbanisé, et là il n'y a pas d'extension sur le domaine agricole, et là c'est sain, mais nous laisser aussi, on est en milieu rural, on ne va pas construire des tours de 60 étages à Rethel dans nos communes, on imagine bien, donc on est en milieu rural, on a besoin malgré tout d'un peu d'extension pour aller chercher des habitants avec nos nouvelles activités qui restent sur nos zones d'activité. Donc c'est tout un équilibre un petit peu complexe à trouver. Et je rejoins les mots de monsieur le maire, effectivement sur Rethel, il a fallu aussi faire ces efforts de rationalisation foncière. Et c'est vrai qu'en une réunion, les propositions qu'on a faites d'un côté et de l'autre pour arriver à un compromis étaient les bonnes. Et en aucun cas la communauté de communes n'est intervenue dans les choix des communes. À chaque fois, on a posé les bases, et ensuite, ce sont vraiment les communes qui ont travaillé leurs projets et qui nous les ont soumis. Et quand les projets étaient cohérents, les projets étaient évidemment acceptés, et c'était le cas sur la commune de Rethel. Merci, M. Laverly. D'autres interventions sur ce dossier très important, comme je le disais, une démographie sur Rethel qui est en perte de vitesse aujourd'hui, qu'il va falloir que nous freinions rapidement. Donc, les constructions de demain, si elles peuvent déjà freiner l'hémorragie, ça serait déjà une belle chose, parce que, et après, il va falloir qu'on s'attelle aussi à construire d'une manière assez importante pour faire venir de la population, sachant quand même que ce département perd énormément d'habitants, c'est 4 à 5 habitants par jour que nous perdons, c'est énorme, c'est énorme. On se réjouissait jusqu'à maintenant que le Sud-Ardennes était épargné de cette démographie en perte de vitesse. Aujourd'hui, le Sud-Ardennes aussi donc, est touché aussi. Nous sommes en périphérie de l'agglomération rémoise. Vous avez des développements assez importants, donc à nous de saisir l'occasion, non pas de lutter contre l'agglomération rothelloise, mais d'être complémentaires et apporter du cadre de vie pour tous ceux qui viendraient s'implanter dans ce secteur-là. Donc à nous aussi, et ça sera bon aussi, plus de construction, plus de commerce qui fonctionnera bien sûr, et un cadre de vie de plus en plus important. Si vous voulez, sur ce dossier-là, donc on a un avis à donner, je vous proposerai, c'est de donner un avis favorable, bien évidemment, sur ce dossier. Et M. Laverly, donc à partir... les avis doivent être rendus pour quand, plus tard, déjà, rappelez-moi. Pour le 10 février. Pour le 10 février. Et donc, ça veut dire que ce dossier, s'il est validé, donc il n'y a plus besoin d'avoir un quorum, donc il sera mis en fonction en application à partir de quoi, juin, à peu près. On est malgré tout dans la même démarche. Il y a une seule commune qui vote défavorable. Encore ? On redémarre effectivement cette démarche-là. Ça se rapplique encore. Ça s'applique encore, et quand on compte les personnes publiques associées, tous les allers-retours encore avec le préfet, et puis l'enquête publique qui devra avoir lieu en septembre, ce serait plutôt pour fin d'année 2023, si toutes les communes sont favorables. Si on n'a qu'une seule commune défavorable, pour ajouter 4 à 5 mois de délai derrière. Et actuellement, les retours que vous avez? On est bien. On est bien pour l'instant. Alors tout le monde n'a pas voté encore, évidemment. De toute façon, ceux qui ne répondent pas, c'est réputé favorable. Et si les communes ne répondent pas avant le 10 février, ce qui serait dommage que pour des sujets comme ça, je pense que c'est intéressant de les passer en conseil, évidemment. Même si souvent les projets ont déjà été travaillés soit avec les conseils municipaux en réunion de travail, soit les adjoints, soit les maires. Souvent, il y a déjà de la concertation en amont. Mais c'est quand même mieux d'avoir un vote formel et pas que ce soit du favorable tacite. C'est toujours plus intéressant de proposer ces délais-là, effectivement, en conseil municipal. Donc, y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc,
Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. Désignation des délégués du conseil municipal au comité des œuvres sociales. Donc chaque ville a un comité d'œuvres sociales, un comité de Rethel, donc en possédait un, et on a décidé de mutualiser avec le CCAS et le CIVU Assainissement et le CIVU du Foirail. Donc tout a été mis en place pour que ce comité des œuvres sociales voit le jour. Maintenant, il lui faut des membres pour le faire fonctionner, hein, et d'assurer la gestion des prestations sociales, culturelles et les loisirs pour les agents actifs des collectivités. Voilà. Et le conseil des œuvres sociales concernera les agents municipaux, comme je le dis, hein, le CCS, CIVU du Foirail et CIVU Assainissement. Il y aura une assemblée générale qui sera composée des agents des collectivités concernées ainsi que des élus désignés par les organes décisionnels, conseil municipal et conseils syndicaux. L'association sera administrée par un conseil d'administration composé de représentants du personnel, donc ils doivent arrêter le nombre de personnes, ça va entre 8 et 10, et donc c'est moitié titulaire, moitié suppléant, et de 4 représentants des collectivités, donc pour notre collectivité, 2 titulaires et 2 suppléants. Donc on se doit aujourd'hui de nommer nos 2 titulaires et nos 2 suppléants pour siéger à ce conseil d'œuvres sociales. Donc ce sont les collines de Noël, ce sont les organisations des fêtes de Noël, enfin vous voyez, donc il y a du travail et c'est très intéressant. Oui. Je pose ma candidature en tant que titulaire monsieur le maire. D'accord. Y a-t-il d'autres candidats? Oui. Ah. Donc alors, essayez de vous entendre quoi. Donc, alors, on va déjà prendre les candidatures et puis après, vous allez vous entendre pour les titulaires et les suppléants. Sauf, voilà, de toute façon, on est en démocratie. S'il faut faire un vote, on fera un vote, bien sûr. Hein. Bien sûr. Donc, Madame Stévignon, Madame Truchassou, Madame Bocahu, Madame Richard. Pas d'autres, hein? Parfait, c'est très bien. Donc, 4 personnes. Maintenant, les 2 titulaires et les 2 suppléants. Moi, je pose ma candidature en tant que titulaire, puisque je suis vice-présidente du CCAS. Il y a des agents, il y a 15 agents au CCAS. D'accord. Autre titulaire. Non, on va laisser. Entendez-vous? Ça serait bien, sinon c'est long. Non, on va laisser Laurie. Laurie? Ok. Francine et Georgette, suppléants? Ouais. Ça ne vous pose pas de problème? Vous êtes gentil comme tout, parfait. On fera un vote. Est-ce que quelqu'un demande un vote à bulletin secret? Personne ne demande de vote à bulletin secret. Donc je vous propose de nommer Pierrette Estévignon, Georgette Truchassou, Laurie Bocahu et Francine Léchard, membres du COS. Et donc sont retenus en tant que titulaires Pierrette Estévignon, Laurie Bocahu, et en tant que suppléante Georgette Truchassou et Francine Richard. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Parfait. À l'unanimité, je vous remercie. Maintenant, bravo pour vos élections. Maintenant, préparez les colis 2023. Contrat d'occupation de la salle atmosphère. C'est enfin, je le dis bien enfin, parce que ça a été quand même un dossier à épisode. Et la ville a enfin retrouvé sa propriété, cette salle atmosphère, dont on avait perdu toute autorité et toute la gestion, puisque c'était les producteurs qui avaient la main mise. Voilà, on l'avait laissé faire. Attention, il ne faut pas le revoir aussi. C'est que, comme je le disais, hein, le coût de l'atmosphère, c'était à peu près aux alentours, on va dire 300 000 €, mais 300 000 € supportés à 100% par la ville de Rethel, puisque les producteurs, et que ce soit chaque animation, personne ne payait de location, ni de chauffage, ni les consommables, chauffage, électricité, tout ce qui s'ensuit, la mise à disposition du matériel, la réparation du matériel, le remplacement du matériel, enfin, on avait toute la charge complète.
ce qui n'était pas normal, puisqu'on dépendait aussi dans son utilisation de l'occupation des producteurs dans leur programme d'animation. Donc il était évident que pour nous, ça devenait insupportable et inacceptable, puisqu'il fallait qu'on retrouve la pleine propriété, hein, et la pleine gestion. Donc on a trouvé, finalement, on a réussi à trouver un terrain d'entente avec et cette gestion de la saison culturelle 2022-2023 pourrait être assurée par la société Légende Tourprol de Bézanne. Donc si Georgette elle pourra intervenir, nous donner quelques informations si elle veut après. Donc il y aura un contrat d'occupation de la salle de l'atmosphère qui sera signé obligatoirement avec cette société. Donc là, après les négociations âpres, et il a fallu faire comprendre, puisqu'on avait l'habitude de ne pas payer, c'est ce qu'on entendait souvent, on ne comprend pas, qu'est-ce que vous voulez, mais si on veut, c'est que trouver un équilibre. Voilà, il faut que Rethel 8000 habitants, il faut raison garder, il faut essayer de trouver des solutions. Donc un contrat d'occupation sera présenté à la signature de cette société, si elle l'accepte. Apparemment, ça va dans le très bon sens, hein, c'est pratiquement... Et la programmation donc, qui est proposée, elle ira, cette année, elle sera écourtée, volontairement parce qu'il fallait trouver des solutions, de gestion de la salle. Donc elle sera écourtée, elle ira de février à juillet. Et ensuite, après, on aura tout le loisir et tout le temps de reproposer les programmations dignes de ce nom pour les années suivantes. Et cette reconduction donc, de location, donc, elle sera donc, fixée sur une durée de 4 ans. Alors l'occupant, il sera précisé dans cette convention que l'occupant sera autorisé à occuper la salle de spectacle atmosphère, les sanitaires situés dans le hall d'entrée, l'espace billetterie, les vestiaires ainsi que les loges. Pourquoi tout est identifié aujourd'hui? Parce que vous allez voir un peu, il y a des forfaits ménages, voilà, il y a des journées d'occupation, donc les espaces réservés à la programmation culturelle, donc c'est principalement l'atmosphère avec ses annexes, donc il sera demandé par spectacle 2500 € systématiquement, puisqu'avant le producteur versait 2000 € et la ville remboursait les 2000 €. Donc c'était gratos, mais pourquoi un jeu d'écriture? On ne comprend pas, bon, c'était comme ça. 450 € de forfait ménage, systématiquement. Ça englobe quand même, la surface globale occupée. Et un forfait par jour de 120 € d'occupation des forfaits consommables. Ça veut dire que c'est le chauffage et l'électricité. Je vous dirais, ce montant il est un peu arbitraire et c'est en fonction aussi des factures, mais ce n'est pas en fonction des factures, parce que si on appliquait les factures qu'on commence à recevoir avec la flambée énergétique, des prix de l'énergie, et notamment de l'électricité et demain le chauffage, donc là, on a fixé un forfait de 120 € donc, par journée d'occupation. Voilà en gros ce dossier-là qui, enfin, voit le jour, est traité et tout le monde y retrouvera. Vous savez, c'est le principe aussi de dire qu'on est propriétaire du bien, on l'entretient, et puis que tout le monde soit traité sur le même pied d'égalité. Je ne vois pas pourquoi le privé, les Rothellois, utilisaient la salle, payaient la salle, et que tous les extérieurs utilisaient la salle gratuitement. Et toutes les charges étaient prises en charge par les Rothellois. Donc il y a un équilibre, il y a, voilà, je dirais qu'il y a un équilibre qui a été trouvé pour qu'il y ait une équité de traitement pour tout le monde. Des questions sur ce dossier-là? Oui, monsieur. Juste pour rappel, le tarif de location de l'atmosphère, quand c'est des particuliers qui l'allouent, 2000 €. C'est 2000 €. Oui. Ça dépend si c'est la semaine ou si c'est le week-end. Pardon? Ça dépend, il y a un tarif semaine et un tarif week-end. Oui, un tarif semaine et un tarif Week-end, ouais, week-end c'est 2000 €. Ouais, 2000 €. On les a votés le dernier ou l'avant-dernier conseil municipal. Donc c'est pas neutre quand même, hein, c'est pas neutre. Hein. D'autres questions, non? Oui, monsieur Cheval. J'ai une question, c'est que bon, en fait, ces montants-là vont être de toute façon, je pense, recalculés au prix des billets pour les participants. Je dirais, est-ce qu'au niveau des billetteries, il y a quelque chose qui est prévu pour ça ne se retrouve pas dans la billetterie, en fait, que ce soit pas... Disons que non, il y a la liberté pour le producteur d'appliquer sa tarification. On peut pas, voilà, jusqu'à maintenant,
jusqu'à maintenant, je dirais que c'était gratuit et puis il avait toute la latitude pour appliquer ses tarifs. Aujourd'hui, force est de constater qu'il y aura, je pense qu'il y aura une répercussion, bien sûr, mais après, ça sera à lui d'équilibrer son budget. On n'a pas voulu imposer un prix de billet, parce que ça dépend du spectacle qui sera présenté, hein, la qualité du spectacle. Il faut aussi, si on impose nos tarifications, nos propres tarifications, on ne peut pas aussi lui imposer des tarifications dans son fonctionnement à lui. Ça, c'est clair. On en a parlé de ça, parce qu'on avait fixé un montant qui soit raisonnable pour que ça soit ouvert le plus possible à la population. Mais c'est dans le cadre des spectacles proposés, et donc pareil, hein, raison gardée, hein, nous sommes une ville de 8000 habitants, donc il faut rester aussi à la hauteur de la ville de Rethel et de son agglomération, et des Ardennes et de la région Champagne-Ardenne. Voilà. N'allons pas chercher des spectacles à 40, 50, 60 euros, c'est pas possible. Il faut essayer de retrouver des prix qui peuvent être acceptables et surtout accessibles à toutes et tous. C'est ce qu'on a comme problème d'ailleurs, tant pis, je vais jeter un pavé dans la mare, c'est ce qu'on a comme problème un peu avec le théâtre. Hein. Avec le théâtre, hein. Vous savez, finalement le théâtre, c'est qu'une partie, et on n'a qu'un groupe qui fait fonctionner le théâtre, c'est pas beaucoup, hein. C'est une quarantaine, cinquantaine de personnes, c'est tout. Hein. Quand on voit qu'il y a d'autres spectacles privés, je ne dirais pas qui, bien sûr, qui font salle pleine, on se pose des questions. On se pose des questions. Comment c'est qu'on n'arrive pas à capter sur le théâtre de tous ces gens qui vont ailleurs. Et en plus, à nos portes. Hein. À nos portes. Voilà, donc c'est vrai que là-dessus, donc on s'est dit, on a déjà réussi donc un peu à protéger la ville. Donc on a abandonné un prix maximum à ne pas dépasser. Parce qu'après, il faut aussi, après, il faut trouver des producteurs. Hein. Si on est trop sévère aussi, on ne fait plus rien. Alors on organise notre programmation nous-mêmes et puis on change carrément de ligne directrice. Voilà, donc voilà un peu le premier jet donc, de ce qui est programmé donc, de mars à juin. Voilà. Donc vous l'avez eu dans les documents? Non, vous ne l'avez pas eu dans les documents, donc on vous le communiquera. Elle est toujours en train de bouger voilà. quand même. Georgette, si vous voulez, tu veux dire quelque chose? Oui, alors bonjour à tous. Alors, vous n'avez pas eu la programmation dans vos documents, puisque celle-ci est toujours en travail. En fait, M. Perret, avec qui on a négocié, cherche à compléter encore plus cette programmation. Donc, comme vous pouvez voir, au mois de mars, nous allons avoir 3 spectacles. Et pour l'instant, les prix qui sont plus ou moins annoncés pour ces spectacles sont entre 32 et 35 euros. Il a très bien compris que les Rothellois ne pouvaient pas mettre non plus un prix élevé dans les billets et que, oui, forcément, s'il le met trop élevé, il ne les vendra pas non plus. Donc là, pour l'instant, la gamme de prix, c'est entre 32 et 35. Donc ce qui est bien pour les spectacles qui vont être proposés, parce que ce sont des spectacles quand même de qualité. Une petite aparté pour Yves Dutheil. Il faut savoir que Yves Dutheil, c'est une création. Donc Yves Dutheil va venir plusieurs jours sur Rethel, il prépare son spectacle et il nous fera une avant-première ici à Rethel. Donc c'est quelque chose quand même qui est très sympathique. Si je me souviens bien, on a aussi une convention avec Yves Dutheil. Hein, oui, voilà. Avec une utilisation de la salle. Yves Dutheil va être à résidence à Rethel, à la salle Atmosphère. Voilà. Donc il y a une convention qui est signée, il paiera 4 500 €, vous voyez, de salle. Et puis voilà, on s'est entendu sur... et avant tout ça, c'était gratuit. Alors, donc on essaye de trouver des solutions pour que ça aille bien pour tout le monde. Et il va y avoir d'autres petites créations comme Yves Dutheil normalement qui sont prévues tout au long de l'année. Voilà. Et puis nous sommes tributaires aussi de notre planning aussi à nous d'utilisation de la salle, puisque nous avons des locations de privés, hein, d'entreprises qui font leurs assemblées générales, leur comité d'entreprise, et puis nos utilisations aussi personnelles, l'utilisation municipale. Donc vous voyez, donc il faut aussi essayer de trouver des créneaux qui vont bien. Et forcément, parfois, il y a des créneaux
on pourrait recevoir un groupe, mais qui ce créneau est utilisé et réservé pour, à d'autres fins. Voilà. Sur ce dossier, d'autres interventions, non? Des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Dossier important, les orientations budgétaires 2023. Donc il vous a rappelé que l'action des collectivités territoriales est principalement conditionnée par le vote de leur budget annuel. Leur cycle budgétaire est rythmé par la prise de nombreuses décisions. Le débat d'orientation budgétaire constitue la première étape de ce cycle. Donc je vais vous faire des propositions tout à l'heure, donc avec des objectifs bien sûr. Et il ne faudra pas hésiter à m'interpeller, à intervenir pour poser des questions. Et puis voilà, c'est un débat qui doit s'instaurer obligatoirement. Le conseil municipal devra prendre acte donc de tout ce qui sera proposé par mes soins, et sans vote bien sûr. Et toutes ces données, et toutes ces informations qu'on aura retenues aujourd'hui devront être retranscrites dans la prochaine commission des finances qui se réunira courant février pour permettre après le vote du budget 2023 fin février. Il y a des dates d'arrêté déjà avec son compte administratif. Alors, pour rappel, a imposé au département en 82, la loi en 92 a étendu aux communes de plus de 3500 habitants, donc Rethel est concerné, et plus l'obligation d'organiser un débat sur les orientations générales du budget dans un délai de 2 mois précédant l'examen de celui-ci. Le débat d'orientation a pour but de renforcer la démocratie participative en instaurant une discussion au sein de l'Assemblée délibérante sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité. Il améliore l'information transmise à l'Assemblée délibérante et donne également aux élus la possibilité de s'exprimer sur la situation financière de leur collectivité. Alors voilà, si vous voulez bien, on va passer en revue un peu donc le budget, le budget de fonctionnement de la ville de Rethel, et notamment donc, les charges à caractère général. Première priorité qui interpelle tout le monde aujourd'hui, c'est la sobriété énergétique. Et je vous dis dans ce rapport que ces dépenses vont être fortement impactées par le contexte économique actuel, notamment en matière d'électricité, de chauffage et de carburant. Il vous est donné comme information les dépenses 2021 et les dépenses 2022. Donc il y a une différence en électricité parce qu'il y a des factures éclairage public qui ne sont pas encore intégrées parce qu'on ne les a pas reçues encore. Vous voyez, donc, mais malgré tout, vous voyez donc le montant de 347 000 € de dépenses en 2021, il passe déjà à 406 000 € et ce n'est pas fini, malheureusement, il va falloir qu'on trouve des solutions. Et je vous rappelle dans ce dossier les décisions que nous avons prises ensemble en 2022 et qui seront à prendre aussi dans sa continuité en 2023. Souvenez-vous que nous avons pris la décision de réduire l'éclairage public. Ça va nous permettre, j'ai mis 60 000 €, mais ça, on devrait s'approcher plus de 70 000 € d'économie. La réduction des illuminations de Noël, c'est quand même la pause et la dépose, c'est quand même 85 000 € à travers le contrat de performance énergétique. Hors les jardins publics. La suppression de la sonorisation des rues, on l'a supprimée parce que pareil, il y a une flambée, on passait de 9 000 à 11 000 € en 2 ans de temps. Donc on s'est dit, bon, c'est la tarification réelle de la salle des fêtes. Voilà, là on vient de prendre une décision assez importante dans son fonctionnement. Et le contrôle et la gestion des horaires et températures de chauffe dans les bâtiments municipaux. Ça va être un dossier important à traiter, parce que ça va être lourd de conséquences. Il y a les contrats d'assurance pour votre information, donc là on va avoir un peu d'aisance puisqu'ont été renégociés en 2022 les contrats d'assurance qui arrivaient à échéance le 31 décembre 2022. Donc il y avait une prise d'effet pour 2023. Et vous voyez, donc là, pour être très transparent, le montant réglé en 2022 était quand même de 120 200 €. Et on a réussi finalement en gardant les critères, les mêmes conditions, les garanties à 56 500 €, soit une baisse de 47%. Il y a la flotte automobile qui a baissé,
Donc voilà, donc il y avait quand même des choses qui n'allaient pas du tout. Oui, c'est énorme. Je vois Thierry faire une tête comme ça, mais j'ai fait la même tête. Hein. J'ai dit, oh là là, et tant mieux, parce que je croyais qu'il y avait une erreur, mais tant mieux. Hein, mais comme je dis, à garantie égale, bien évidemment, il y a seulement l'assurance du personnel qui a été revue, puisqu'on versait par à peu près 90 000 €, il y avait un retour de 10 000. Donc on avait aussi cours de dire, oui, on n'avait pas de retour là-dessus, on payait une assurance du personnel énorme pour le peu de retour qu'il y avait. Et donc en faisant les calculs, on a aussi cours de dire, on enlève cette partie, on la prend en charge en cas où, voilà, et on s'y retrouvera largement. Il y a le contrat de performance énergétique, je vous le disais tout à l'heure, la gestion de l'éclairage public. C'est un contrat de 6 400 000 € qui a été sur 5 ans, qui englobe la rénovation et la maintenance de l'éclairage public de l'ensemble de la ville, qui a été signé, et c'est là-dessus que je suis en colère, qui a été signé à la veille des élections du premier tour, avec un ordre de service qui a été signé à la veille du second tour des élections municipales. Vous voyez, c'est lourd de conséquences, c'est pratiquement 1 million d'euros, plus d'1 million d'euros de travaux que la ville doit engager pour respecter ce contrat. C'est impossible financièrement, surtout la situation financière par an, surtout que la situation financière n'était pas bonne. Et ce contrat, s'il était réalisé, respecté, donc ce contrat devrait nous permettre d'économiser à peu près 60 000 € d'électricité par an. Qu'on gagne déjà aujourd'hui systématiquement en coupant l'éclairage. Je vais vous dire, donc la pertinence d'un CPE aujourd'hui, elle se pose encore de plus en plus. Un exemple, ce qui me fait bondir, l'entretien d'éclairage public, ça nous coûte 12 000 € tous les mois. C'est 144 000 € pour changer une ampoule, pour voir un peu ce qui ne va pas, patati patata, c'est énorme, c'est énorme. Donc tout cela, je vous proposerai, c'est qu'on se remette autour d'une table avec les personnes concernées pour revoir ce dossier-là. Parce qu'on ne peut pas dire on l'annule du jour au lendemain, c'est un marché, il y a des règles à respecter. Attention donc aux pénalités éventuelles, si on l'arrête comme ça systématiquement, il y a quand même, donc c'est un dossier très important, très lourd à gérer, mais il faut en tenir compte. C'est énorme, et ça rejaillit sur nos finances, bien évidemment. La location de véhicules en longue durée, donc il vous sera proposé, j'ai vu avec les services techniques, donc afin d'apporter un confort aux agents et les services techniques et les femmes de ménage, principalement, dans l'exercice de leurs fonctions et dans le respect de la sobriété énergétique, il est envisagé de procéder. Voilà, moi c'est une proposition que je vous ferai. Donc tout ça, ça sera débattu, bien sûr, parce que ça, ce ne sont que des orientations budgétaires, et tout ça, ça sera débattu lors de la commission des finances, des commissions respectives, parce que toutes les commissions vont devoir se réunir avant le budget donc, de février. Donc seront débattues pour la pertinence des propositions qui vous sont faites, bien sûr. Et là, ça serait bien qu'on puisse s'équiper de 3 véhicules électriques en location longue durée, et ce qui permettra à la ville d'étaler la dépense. Au lieu de financer les acquisitions à l'instant T, on étale cette dépense sur 4 ans. Ça serait une durée de 4 ans. Un coût mensuel par véhicule est de 480 € TTC, entretien compris. Voilà. Cette petite voiture, elle serait réservée aux femmes de ménage pour mettre tout leur matériel, puisqu'elles doivent se déplacer aujourd'hui, soit avec leur voiture personnelle, ou soit avec une voiture qui va bientôt, je ne sais pas comment elle tient, enfin, peu importe, c'est tout. Elle tient encore, c'est une Clio, c'est ça? Oui. Mais bon, qui est... Oui. Modèle des années 90. Voilà. Non, vous allez trop vite, là. Voilà. Donc c'est ça, ça serait une voiture qui leur serait dédiée, comme ça, ils pourraient mettre tout leur matériel de nettoyage dedans et puis se déplacer voilà, sereinement, et puis à l'abri aussi, parce qu'il fut un temps aussi qu'ils changeaient de site de nettoyage avec les outils à la main et puis à pied. Donc tout ça... et le document dessous, donc là, ça serait dédié aux services techniques. Pour l'entretien des voiries, pareil, les employés traversent la ville avec les tombeaux, avec les brouettes et tout leur matériel. Ça permettrait d'avoir 2 personnes dans le même secteur à nettoyer le même secteur et avoir tout le matériel qui est rangé dans leur voiturette. C'est des voitures sans permis électriques.
et qu'on peut charger, donc voilà, en n'importe quel matériau, bien sûr. Donc ça permettrait aussi, et on les logotiserait avec la service propreté. Donc ça serait offert par la société. C'est donc une société qui est sur Rethel aujourd'hui. On s'est renseigné avec, donc c'est pratiquement une tarification identique. Donc si on peut faire travailler le secteur de Rethel, pourquoi pas. Voilà, donc ça sera une proposition qui vous sera faite à inscrire éventuellement au budget 2022. Ensuite, le personnel, donc le personnel et les masses salariales, pareil, dépenses de personnel. Donc il vous a rappelé qu'il va falloir qu'on prévoit aussi, hein, quand même, c'est que ça serait un budget de pratiquement de 2 800 000 euros, hein, la masse salariale. Donc avec une augmentation qui a été déjà enregistrée à 1,81% au 1er janvier 2023. Des critères, hein, que vous avez eu le détail, hein, qui vous sont communiqués, hein, la revalorisation des traitements de la fonction publique, la revalorisation du point d'indice à plus 3,5 en juillet 2022, mais là ça va s'appliquer sur une année complète, donc il faut qu'on en tienne compte. L'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, hein, la prime de précarité, où on vous donne le montant en 2022. La garantie individuelle de pouvoir d'achat, pareil, c'était de la JIPA, donc ça c'est obligatoire aussi. Il y a certaines cotisations patronales qui vont aussi bouger. À 79, on va passer à 1,80, mais bon, le centre de gestion, on n'a pas encore son taux. Les cotisations du personnel, voilà, 5,07 en 2022 contre 1,79 en 2023, médecine du travail, le CNAS, c'est le Centre national de l'action sociale, c'est ça. Et le centre de gestion des Ardennes 08. On prévoira, hein, puisque on a décidé de mettre en place un centre social, on rentre dans le vif du sujet, bien sûr. Donc on aura à inscrire dans le budget le recrutement d'un directeur. Nous avons rencontré la semaine dernière le directeur, à sa demande, le directeur de la caisse d'allocation familiale, puisqu'il y a des financements qui viendront de la CAF, qui viendront du département. Et en matière d'investissement, la caisse d'allocation familiale avait subventionné à hauteur de 100 000 euros, plus une autre subvention exceptionnelle qui a été attribuée en 2021 de 300 000 euros. Donc, vous voyez donc, on est beaucoup aidé sur ce dossier-là. Donc aujourd'hui, nous rentrons dans le concret. Nous avons eu les retours de l'ANRU, puisqu'il avait été décidé de quitter le quartier La Pertinguette pour retrouver le quartier de Mermoz, pour mieux recentrer cet équipement, hein, plus pertinent. D'ailleurs, l'étude de l'époque, en 2016, le disait, le proposait de trouver un autre emplacement. Il vous sera aussi proposé d'inscrire, pour renforcer éventuellement les services techniques de recrutement. Voilà. Il y a la stagiairisation éventuelle avant titularisation des agents contractuels. Nous avons 8 CDD. J'ai titularisé 8 ou 9 personnes cette année parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne savait pas titulariser les gens dans cette ville, puisqu'il y avait des CDD depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, voire 8 ans le plus long. Donc, soit la personne ne correspond pas à nos attentes au minimum de partir, ou on ne la garde pas dans une situation inconfortable. Donc forcément, on a passé tout le monde en revue, et puis on a régularisé beaucoup de situations voilà, pour le bien de tout le monde. Il y a le régime indemnitaire aussi, les FSE, donc pour certains agents qu'il faut aussi tenir compte, et les heures supplémentaires qu'on doit comptabiliser aussi pour les frais de santé. Alors, vous voyez donc l'évolution, hein, l'évolution de la masse salariale. Donc 2 800 000 euros pour le BP 2023, c'est une prévision, ça serait une prévision. Vous sera proposé une augmentation à peu près de 5%. Je vous communique aussi les recettes du personnel en 2022, c'était 196 000 euros. Et pour l'année 2023, on pourra estimer cette recette à 258 000 euros. Il y a le financement du poste de chargé de projet, qui nous est aidé par l'État, donc Grégory Jason, à hauteur de 40 000 euros aujourd'hui.
Il y a le financement du poste en rue, donc c'est notre chargé de mission Romain Marchal qui est parmi nous. Voilà. 59 000 €. Et puis donc il y a les mises à disposition du personnel, donc il y a une personne de la ville qui est détachée à la mission locale, donc à hauteur de 45 000 €. Le civil du forêt 70 000 €. Le civil assainissement 10 000 €. Ça a beaucoup baissé puisque le civil assainissement s'est doté d'une secrétaire à temps complet maintenant, vu les travaux qui s'engagent de plus en plus importants. Et puis 4 500 € au budget annexe de location. Donc il vous sera proposé, je vous proposerai une augmentation de la masse salariale de 5% qui prendra en compte les décisions législatives et le renforcement des services techniques des agents qui permettra de réduire le recours aux entreprises extérieures avec la volonté de valoriser les compétences internes. Donc, plus on fera travailler nos gars, parce qu'on découvre qu'il y a de la qualité, hein, c'est assez précieux, faisons travailler nos gars avant de faire venir des gens d'extérieur. La dette, pareil, la dette, donc ça c'était un point aussi important, donc la dette qui s'améliore hein, d'année en année. Donc il vous a rappelé dans ce dossier que le dernier emprunt a été souscrit en mars 2020 pour le financement des vestiaires sportifs. Et l'encours, finalement, donc, hors cet emprunt de 600 000 €, donc on n'a pas emprunté en 2020, ni en 2021, ni en 2022. Voilà, ça nous a permis de réduire le capital d'emprunt, la charge d'emprunt de 1 600 000 €, hein, ce qui va nous donner l'aisance pour les années futures et nous augmenter notre capacité de financement sur les projets. Hein. Et on retrouve aujourd'hui l'encours de la dette de 2009. Oui, monsieur Averly. Oui, il faut allez-y, hein, c'est... Je me souviens des discours un peu catastrophistes en début de mandat sur les états de finances de la ville. Oui. Et on voit que structurellement, la dette n'était quand même pas si catastrophique que ça. Quand on voit qu'on revient en 3 ans sans emprunter, j'entends bien. Sans emprunter. Mais structurellement, c'est-à-dire que la structure de la dette n'était pas si catastrophique que cela. Si en 3 ans sans emprunter, on revient au niveau d'endettement de 2009, c'est-à-dire 13 ou 14 ans plus tôt. Enfin, oui. Juste une remarque financière. Je ne sais pas si on rentrera plus au moment du budget dans le l'extinction de la dette pour rentrer un peu plus dans le détail, mais voilà, juste cette remarque. Ouais. Comme ça, hein, qui me vient naturellement. Je comprends, mais moi je ne fais que constater, quand on a pris les manettes, excusez-moi du terme, donc on avait plus de 10 millions d'euros, ville, budget location, d'encours. Et les premiers propos tenus par le percepteur, trésorier aujourd'hui, m'avertissait lors d'une réunion, rencontre, monsieur le maire, à l'heure actuelle, vous ne pouvez plus emprunter. Vous êtes au taquet. Moi, je découvrais courant juillet ou août, lors de la prise de l'autre fonction. Non, mais on retrouve une situation, mais attention, parce que le problème qui s'est passé aussi dans cet encours de dette, c'est ça qui est dommage, c'est que moi, je travaille différemment. Je ne comprends pas que la ville, jusqu'à maintenant, a toujours financé la TVA a amorti la TVA sur 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, alors qu'on la retouche 1 an après. Donc, faisons un emprunt sur le moyen long terme pour financer les travaux, et la TVA, on la finance sur 1 an seulement, puisqu'on la retouche 1 an après. Et ça nous permet aussi de réduire ce taux d'endettement, puisque la TVA, on retouche la TVA, je ne sais plus combien cette année, là on va le voir tout à l'heure, ça va être 358 000 € de TVA. Si on l'avait emprunté, la TVA, la dépense, on emprunte 358 000 € sur 15 ans alors qu'on la retouche l'année d'après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a eu des choix de fait, c'était le choix de l'époque, ce ne sont pas les miens, ça permettra de réduire, le taux d'endettement et donner des capacités financières plus importantes à la ville, et tant mieux, et vous voyez aussi, parce qu'il n'y a pas que les emprunts, attention, hein, parce que si on n'avait pas des aides financières, c'est-à-dire des subventions de partenaires, on ne pourrait pas fonctionner comme on fonctionne aujourd'hui. Je prends un bon exemple qui vous a été présenté l'an dernier sur le plan budgétaire.
Les passerelles, on avait prévu 2 millions d'euros de dépenses, 400 000 euros de subventions et 1 million d'euros d'emprunt. Aujourd'hui, la réalité, ça sera 1 500 000 euros de subventions, et non 400 000, et l'emprunt, je dirais, ça sera zéro, puisqu'on aura la possibilité de prélever sur nos fonds libres. Donc c'est quand même une qualité. Et pour votre information, je viens de signer l'autorisation de transport des passerelles ce soir. Mais elles ne sont pas sur les routes. Donc là, il y a l'itinéraire de tracé, il y a encore des dates que je ne vous communiquerai pas aujourd'hui, donc pour les livraisons. Donc tout est programmé parce que ça se prend, parce qu'il y a eu beaucoup de départements à traverser, puisqu'elles proviennent de Puy-en-Velay, vous voyez, donc ça fait 8 départements traversés pour arriver donc sur Rethel. Mais vous aurez en temps et en heure les jours de livraison, les nuits de livraison, que ça seront livrées la nuit pour éviter pour renforcer les mesures de sécurité. Alors pour en revenir, à la dette aujourd'hui, je dirais le fait de ne pas avoir emprunté cet été volontaire aussi, de serrer les boulons un maximum, ça va nous permettre cette année, parce que vous verrez à travers ce que nous avons pris comme décision et ce que nous allons mettre en place, ça sera arbitré par la Commission des finances et lors du budget 2023, des arbitrages éventuels sur ce qui sera proposé en investissement, et vous verrez qu'il y a un reste à financer, une partie qui sera financée obligatoirement par emprunt si on fait tout, et une partie en prélèvement sur nos fonds libres. Donc ça, tout ça, ça restera affiné. Ensuite, les subventions aux associations, je vous proposerai, c'est de maintenir l'enveloppe qui a été attribuée et distribuée en 2022, la maintenir pour 2023. Voilà, je vous dirais. Et est intégrée donc à cette enveloppe la participation que je vous proposerai au Rallye des Ardennes, le soutien aux sportifs locaux de haut niveau. La commission aura à définir les choix des sportifs. D'ailleurs, je crois qu'on en a reçu une de M. Lupa, président du roller, je crois. C'est ça? Un jeune international français. Voilà, donc on vous rencontrera pour voir un peu si, comme on l'a fait avec Cyrielle Lefebvre, comme on l'a fait avec Céline Gerny, et on l'a fait aussi avec... Pour le rugbyman. Comment? Pour le rugbyman. Oui, mais son nom. Louane Charlie. Et puis les appels à projets dans le cadre de la politique de la ville, donc, qui sont intégrés aussi, comment je vais dire, moi, dans cette enveloppe. Alors là, j'ai rajouté une petite phrase, compte tenu de la situation économique, force est de constater que la ville n'est plus en mesure d'assumer à elle seule les frais de chauffage et d'électricité et doit obligatoirement étudier la mise en place d'un dispositif relatif à la sobriété énergétique. Donc les commissions respectives devront se réunir et faire des propositions pour trouver un terrain d'entente dans son fonctionnement. Ça encore, là, j'ai été appelé 2 fois par les riverains. La salle de ping-pong, elle est restée allumée toute la nuit, toute la journée, pas hier, avant-hier, toute la journée et toute la nuit. Et vous avez beau prévenir les présidents, mais ce n'est pas forcément les présidents de l'association, ce sont d'autres utilisateurs, je dirais les écoles, tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc, même en sensibilisant les gens, vous savez, il y en a qui passent encore à côté, va comme je te pousse. Donc il y a quand même des solutions à trouver. Donc en conclusion, dans toutes ces décisions importantes qui seront à prendre en 2023, il y aura la répartition des frais de chauffage et d'électricité entre la ville et les utilisateurs des locaux municipaux, que tout le monde soit traité sur le même pied d'égalité, ça sera important. Alors c'est pour ça qu'on ne va pas réduire l'enveloppe d'attribution de subventions et puis derrière demander des participations, puisqu'on a aussi, lors de l'attribution des subventions aux associations, on a quand même leur état financier, on a connaissance aussi de leur santé financière. Donc il faudra aussi en tenir compte. Il y en a qui sont plus aisés que d'autres, il y en a qui sont plus, et c'est plus compliqué que d'autres. Les heures limites d'utilisation des locaux associatifs en fin de soirée, pour moi il est terminé de dire on occupe les locaux la pleine semaine jusqu'à les 23 heures. Ça c'est fini. Et la mise en place, dès que possible, d'une convention d'utilisation du nouveau vestiaire pour Rethel Sportif Football et Rethel Courir. Ça donc là, il y a eu un état des lieux qui a été fait par Maître d'Outre-Mai dernièrement. Il faut mettre tout ça en forme parce qu'avec l'architecte et les restes de travaux qui n'ont jamais été terminés, ça on pense que ça ne sera jamais terminé sauf
par les employés de la ville. Donc cette dépense sera défalquée du marché, bien évidemment. Et là, on doit réunir le président de Rethel Sportif et Football et le président de Rethel Courir pour trouver des solutions. Parce que c'est attention, parce qu'il ne suffit pas. Vous savez, quand on parle d'investissement, quand on parle de construction, on ne parle jamais du fonctionnement. L'investissement, on connaît son prix à l'instant T. Le fonctionnement, c'est de l'impôt et c'est à vie. Donc là, on ne connaît pas, on n'arrive pas encore à estimer exactement les coûts, les frais de chauffage, les frais de chauffage, les frais d'électricité. Voilà, je parle que c'est deux principales charges. Et comment ça va être réparti, comment ça va être utilisé. Hein, c'est quand j'ai demandé au service de me faire des propositions dans leur budget, notamment au service technique, j'ai vu un chapitre flambé, et on me dit, bah oui, monsieur le maire, tant pis, j'ai le dire, hein, il y a 26 toilettes au vestiaire, ça nous coûtera 5 000 €. De papier seulement. 5 000 €. Alors qui va prendre son charge? Enfin, ce sont des exemples, vous voyez un peu. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez facile, on ne pensait pas à tout cela. Mais on nous rappelle à l'ordre. Et puis on n'a pas la maîtrise des dépenses de demain et la tarification. Je vais vous dire, et je vais repousser encore un coup de gueule. En 2015, vous aviez un baril de pétrole à 150 $, et on avait un prix du litre d'essence à 1,20 €, et je le redis haut et fort, que tous ces goinfres arrêtent. Aujourd'hui, on a un baril à 80, allez, on va dire 85 pour ne pas mentir, et on a un prix à 2 €. C'est un véritable scandale. Voilà. Alors qu'on ne nous dise pas que c'est ci, c'est ça, à un moment donné, tous ces goinfres, il y en a à le bol. Et il n'y en a pas qu'à Haut-Lieu, il y en a partout. Voilà, c'est quand même. Alors il faut nous l'expliquer. Hein. Comment les gens vont pouvoir se déplacer, parce que vous savez, au niveau de la ville, il y a beaucoup d'employés qui travaillent, qui sont sur les extérieurs. Hein. À un moment donné, il va falloir qu'ils fassent du covoiturage, s'il y en a qui habitent dans certains secteurs, pour venir travailler, parce que ça devient une dépense très importante, une charge très importante. Voilà, donc si ces pétroliers m'entendent, ils n'entendent déjà pas le gouvernement, c'est pas pour entendre le maire de Rethel. Et pour votre information, en ce qui concerne donc, la participation financière de la ville au fonctionnement du monde associatif, on a regardé avec les strates identiques à la ville de Rethel de 8 000 habitants, ça représente 5,4% des dépenses de fonctionnement. On est vraiment en plein dans la maison. Vous voyez, donc c'est tous ces points-là qu'il va falloir qu'on travaille pour élaborer le budget 2023. Le service départemental d'incendie et de secours, donc c'est une dotation que chaque collectivité doit verser au département, au pompiers Ardennes. Donc elle sera augmentée, cette dotation de 0,5, on a eu l'information. C'est quand même une enveloppe qui n'est pas neutre, hein, 333 721 € pour l'année 2023. On devra tenir compte aussi donc, du suivi du forail, hein, donc ce déficit chronique chaque année du fonctionnement du forail, hein, parce qu'on peut chanter sur le forail, mais c'est quand même un outil qui est déficitaire depuis des années, et qui, ce déficit, doit être absorbé par les deux communes principales qui font partie de la convention sur le Rethel et Rethel. Hein, cette année, c'était 65 000 € pour la ville de Rethel, ça a été 25 000 € pour la ville de Seul-Rethel. Souvenez-vous, l'année précédente, on avait versé 194 000 €, c'était des retards cumulés. Vous voyez, c'est quand même pas neutre. Alors, pour votre information, ce forail aujourd'hui qui est très déficitaire, hein, et encore en plus avec la gratuité des loyers qu'on a fait et qu'on nous a laissé un taudis, donc on sera obligé de revenir dessus parce qu'il y aura quand même des procédures engagées. Ce foirail aujourd'hui ne fonctionne plus depuis plusieurs années. Hein, je vous l'ai dit, hein, pour être très transparent aussi sur ce dossier, aujourd'hui on comptabilise à peu près une moyenne de 450 bovins. On va pas jouer sur 10 ou 20, d'accord, c'est une moyenne, dont 250 veaux. Il y a plus de veaux que de gros bovins, déjà dit. Heureusement qu'il y a des veaux, sinon je dirais que ça serait une catastrophe. Et pour que le foirail qu'on y trouve un équilibre financier, il nous faudrait pratiquement enregistrer à peu près 800 bêtes par lundi, par marché. Ce que nous n'avons plus aujourd'hui.
Alors, on était interpellé par l'association des métiers à la Criée des Ardennes. Donc, c'est un groupe d'agriculteurs qui s'est créé en association, qui voudrait revoir, enfin, qui voulait s'installer sur le Sedanais. Je les ai rencontrés, je les ai sollicités, je les ai reçus en mairie de Rethel pour qu'on puisse discuter de leur projet. Parce que je ne voulais surtout pas que ça rentre en concurrence avec le marché de Rethel, parce que là, sinon, c'était cuit de chez cuit. Donc, ils ont été convaincus de notre démarche, de dire, il y a un outil qui existe dans le sud Ardennes, l'outil est là, à nous de trouver des solutions d'un commun accord pour le faire fonctionner. Ça serait une toute autre méthode de fonctionnement. De toute façon, ça sera quelque chose de draconien. Puisqu'on n'arrivera pas avec des bêtes comme ça, il faudra s'inscrire. Tout ça, vous aurez en temps et en heure toutes les données. Ça sera un marché à la criée et non plus de gré à gré, main à la main. Ils devront inscrire leurs bêtes 8 jours avant. Et attendez, il y aura des pesées. De toute façon, il y a quand même un investissement assez lourd. Il y a des conditions financières à mettre en place. Qui fait quoi? Le civil du Foirail, est-ce qu'il est toujours civil du Foirail et il gère le site, ou est-ce qu'il ne le met pas en délégation de service public, ou est-ce qu'on ne met pas en location l'ensemble du site, sauf, je dis bien, c'est déjà ça là-dessus, sauf le restaurant et les salles, donc mettre en location carrément l'outil de travail. Donc tout ça, ça reste à définir, bien évidemment, avec les autorisations qui s'imposent, bien sûr, et le respect aussi de la réglementation. Donc ça permettrait de conserver cette activité sur le sud Ardennes pour le département et je dirais et pour même sortir de la limite frontalière du pays puisque on pourrait franchir aussi les frontières. Donc tout ça, je dirais, c'est du balbutiement, mais on a déjà eu des réunions de travail assez importantes, donc reste à confirmer beaucoup de choses pour trouver des solutions et que ça se mette en route assez rapidement. Parce qu'ils avaient la volonté, dans un premier temps, l'AMCA, de pouvoir mettre tout en service pour courant septembre 2023, mais ça sera assez court parce que, pareil, il y a des démarches administratives donc, à respecter. Donc on reviendra, le civil du Foirail devra se réunir, bien sûr, et les commissions respectives pour trouver des solutions. Parce que nous, la ville, là-dedans, je vous donne toutes ces informations, nous, on est concernés aujourd'hui avec le Foirail. Sur le plan budgétaire, c'est pour résorber le déficit. Mais les décisions, c'est le civil du Foirail. Vous avez un président avec 2 communes, Rethel et Soleurretel, avec des commissaires, 3 de Soleurretel, 4 de Rethel. Donc ça sera ces commissaires qui devront prendre des décisions. Et donc, mais je m'engage à vous communiquer toutes les informations importantes. Le centre communal d'action sociale, donc budget annexe de la ville, qui est très très bien suivi par notre adjointe aux affaires sociales, Pierrette Stévignon. Voilà, donc qui, pour fonctionner, il lui faut une dotation de fonctionnement, même si elle gère les entrées pour avoir le moins de vacances possible, il lui faut une dotation pour fonctionner, et en fonction de la situation, les excédents et la situation financière, donc je vous proposerai dans un premier temps d'inscrire 180 000 €. Bon, il est vrai que la dotation sera un peu moindre par rapport à d'habitude, puisque sur le plan budgétaire, on a décidé de récupérer les recettes des concessions au cimetière. C'était quand même à peu près 10 000 €, mais elle est rassurée, Mme Stévignon, c'est que la situation financière, donc elle sera toujours équilibrée, puisque c'est un budget annexe. Donc la ville est attentive aussi, donc forcément pour équilibrer les comptes avec le CCAS, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc pour l'instant, on inscrira 180 000 €, consommer déjà les excédents, puis après les recettes de fonctionnement, parce que là on a parlé beaucoup de dépenses qu'il va falloir qu'on prenne en compte, hein, voilà, vous voyez un peu donc, toutes les contraintes qu'on a. Donc il y a des recettes du crématorium, hein, donc il y a une redevance d'exploitation de l'ordre de 30 000 €. Une bonne nouvelle et une excellente nouvelle, c'est que le dossier n'aura pas besoin de repasser devant l'Adréal pour avoir une enquête environnementale supplémentaire.
puisque le dossier qui a été présenté a été validé, ils l'ont trouvé très correct. Et puis il y a aussi un renouvellement du parc des panneaux publicitaires qui va nous permettre, là, avec la nouvelle réglementation, de faire rentrer de l'argent qui, jusqu'à maintenant, on mettait à disposition donc, certains emplacements de la ville. Et là, on pourra se permettre de récupérer une redevance par panneau publicitaire, puisqu'il y en a à peu près 19 dans la ville. Et concernant le crématorium, on a encaissé déjà pour l'exercice, vous le verrez, dans le compte administratif 2022, on a encaissé 70 000 € de recettes, hein, comme ça avait été prévu initialement, pour nous permettre de payer les dépenses que nous avions avancées. Hein, et il y a un reliquat qui est là et qui nous va bien. Les locations de locaux municipaux, hein, ça c'est pareil, c'est notre cheval de bataille aussi. On avait trop de bâtiments laissés, inoccupés, laissés à l'abandon. Donc là, il y a certains bâtiments qui ont été rénovés, qu'on remet à la location pour faire rentrer de l'argent, bien sûr. Et ça fonctionne bien. On vous fera un état en temps et en heure. Je dirais que les locations cette année, on était à peu près à 50-60 000 € de recettes à l'année. Je pense qu'on va avoisiner les 100 000 € cette année, en 2023, avec tout ce qu'on aura pu remettre en place. Pour votre information, donc le Louis Jouvet, ça y est, donc paye ses loyers depuis le 1er janvier. Hein, donc, on attend son ouverture dans les prochains jours, prochaines semaines. Il y a souvenez-vous, le bâtiment Visio que nous avons acheté 35 000 € est en train d'être rénové complètement par nos employés de qualité. Bâtiment, de qualifier en bâtiment. Donc ce dossier devrait être terminé dans 1 mois et demi, 2 mois. Et on a déjà des demandes pour avoir quelqu'un, puisqu'on l'avait fait aussi dans le cadre de conserver aussi un commerce en centre-ville. Puisque aujourd'hui, quand un fonds de commerce se libère, vous avez beaucoup d'interventions pour acheter et y faire du logement. Toutes sortes de logements qu'on avait évité. Donc là, on aura un retour positif sur ce dossier-là. Après, il y a d'autres dossiers. Hein, donc là, vous verrez à travers, tout à l'heure, je ne dirai pas tout. Hein, je ne vous dirai pas tout. Ça se dira en commission des finances et ça se dira aussi au budget. Parce que aussi, il va falloir éviter aussi certaines transactions immobilières. Voilà. Et je le redis, hein, nous avons plus de 49% de logements sociaux dans cette ville, on a un taux de chômage de 19%, on a un taux de pauvreté de 23%. Vous voyez, donc, n'accentuons pas, essayons de trouver des solutions pour raison garder, encore une fois. Donc, c'est à nous aussi d'être attentifs. La fiscalité, elle vous a rappelé ce qui a été appliqué en 2022. Et souvenez-vous que la taxe d'habitation a été supprimée. Okay. Et donc, nous, elle a été compensée par la taxe sur le foncier bâti que nous avons récupéré des départements. Voilà. C'est pour ça qu'on avait voté notre taux de 12,65, on avait rajouté les 24,04, et aujourd'hui, ça pique les 36,69. Ce n'était pas un impôt supplémentaire pour nous tous, puisqu'on récupérait la taxe foncière bâtie du département. Ce qui nous permet de donner cette taxe, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus qu'une taxe, deux taxes, c'est bâti et non bâti, puisque la taxe professionnelle, nous ne l'avons plus, puisque c'est la communauté commune. La taxe d'habitation, donc l'État l'a retirée, mais compensée par la taxe d'habitation, bien sûr, mais on n'a plus ces taux à voter, on n'a que le taux de la taxe foncière bâtie à voter, et l'an dernier, on avait décidé de ne pas augmenter, et ça nous faisait un revenu, une recette de 2 060 540 € l'an dernier. Donc je vous proposerai de ne pas augmenter les taux en 2023, malgré tout, puisque c'est pas parce qu'on a l'habitude d'augmenter tout aujourd'hui, partout où vous allez, ça augmente de 10, de 15, de 20% en permanence, donc pourquoi pas, on pourrait en faire autant, mais je vous l'ai dit, en augmentant d'1 point nos taux, ça nous ferait rentrer malheureusement seulement que 20 000 € dans les caisses. Ce n'est pas les 20 000 €, c'est toujours 20 000 €, on ne va pas cracher dessus, bien sûr, mais ce n'est pas ces 20 000 € qui vont nous permettre de procéder à des investissements, à la rénovation ou à l'entretien de la ville. Ça contribuerait vraiment une infime partie. Donc, les gens sont assez taxés aujourd'hui, n'en remettons pas une couche, d'autant plus, je vais dire que c'est facile, dans le sens que le gouvernement a décidé dans sa loi de finances 2023 d'augmenter les valeurs locatives de 3,7%.
Donc, même si on n'augmente pas nos impôts nos villes de Rethel, vous aurez quand même vos impôts en augmentation de 3,7%. Ça, systématiquement, ce sont les valeurs locatives qui vont augmenter. Donc, voilà. Et rien que cette augmentation des valeurs locatives, ça va nous faire une recette, malgré tout, pour la ville, de 75 000 €. Donc, on va la prendre, celle-ci. Ce n'est pas nous qui avons pris la décision. Mais dans cette non-augmentation qui vous sera proposée au budget, donc je ne tiens pas compte. Est-ce que, je ne sais pas si M. Averly peut nous répondre là-dessus, si le département a voté une augmentation ou la communauté de communes. Voilà, donc ça, pour l'instant, je ne peux pas en dire plus aujourd'hui. La communauté de communes, le budget sera en mars. Donc, comment le budget sera en mars pour la communauté de communes. Oui, mais vous avez peut-être... Oui, on a voté pour le département le budget. Donc il faut savoir qu'au département, on n'a plus aucun levier fiscal. C'est-à-dire qu'on n'a même plus la possibilité de voter du foncier bâti, non bâti. On dépend uniquement pour notre budget au département des dotations de l'État. Vous êtes tributaire de l'État. Totalement. Donc il n'y a pas d'augmentation aujourd'hui potentiellement possible du département. Après, reste à savoir ce que fera la communauté de communes. Voilà. Mais c'est vrai que c'est prématuré de poser la question si vous votez votre budget au mois de mars. Et vous allez certainement attendre les orientations budgétaires pour faire l'annonce, comme je le fais aujourd'hui. Voilà. Mais vous avez peut-être une petite idée. Hein. Je vais vous taquiner un peu. Non ? Vous avez bien compris. Vous l'avez pas, non ? Vous n'avez pas de... Non ? Vous n'avez pas d'idée pour l'instant. Bon. Donc, on n'en saura pas plus. Donc, minimum 3,7% d'augmentation votée par l'État, donc 75 000 €. Donc, les dépenses et les recettes d'investissement. Voilà, donc vous voyez un peu tout ce qui a été brossé dans son fonctionnement. Donc, les orientations budgétaires aussi. Donc, il faut avoir une perspective d'avenir. Et on dépensera ce qu'on pourra dépenser. Moi, me demander aujourd'hui d'avoir une vue sur 4 ans, 5 ans, 10 ans, c'est trop facile. C'est Rethel 2023, et on en restera à Rethel 2023, et en fonction des possibilités financières, on commencera à anticiper sur Rethel 2024. Parce que tout cela, c'est en fonction de nos possibilités financières. Et surtout qu'on sera tributaire aussi des aides qu'on pourra aller chercher. On a été bien servi en 2022. On va continuer pour que ça soit aussi en 2023. Et si vous voulez bien, on va passer en revue plusieurs dossiers. Il y en a une dizaine quand même, qui sont quand même importants. C'est quand même un montant globalisé de 11 millions d'euros qui vous sera proposé dans un premier temps, que je vous propose. Mais il y aura des arbitrages en fonction des financements et des possibilités financières, puisque le compte administratif n'est pas arrêté aujourd'hui. Donc on ne connaît pas encore, je connais le montant à peu près de l'excédent global de clôture, bien sûr, mais la répartition entre le prélèvement pour financer l'investissement et le montant d'emprunt éventuel pour équilibrer, pour l'instant, ce n'est pas connu. Donc il y a la dépollution de la gare, que là, il faut à tout prix l'inscrire. Là, on n'aura pas le choix, puisque le sous-préfet de Rethel, encore un grand merci de sa part, nous a quand même dégoté, excusez-moi l'expression, une subvention de 1 142 000 € de subvention. C'était en fonction du dossier qui avait été monté à l'époque. Donc aujourd'hui, on affiche, parce qu'on avait relancé une consultation sur la dépollution, vous savez, c'est un dossier là-haut qui va exploser. Hein. On arriverait à la hauteur de 952 000 €. Les 952 000 €, c'est clair, hein, je dirais, c'est le montant hors taxe de la subvention. Si on veut. Et à ceci, donc la subvention, on ne peut pas avoir plus de 80% de financement. Donc la subvention d'1 142 000, on en serait à 761 000. On a déjà perçu 404 000 € déjà fin 2022. Donc à engager les travaux en 2023 et les 357 000 € de subvention qu'on touchera à l'issue des travaux, qui ces travaux seraient réalisés courant premier semestre 2023, obligatoirement. Les passerelles, donc vous voyez un peu la photographie des passerelles, on a déjà réglé 600 000 € de dépenses, 174 000 € de recettes, on a encore 1 565 000 € de dépenses et 1 400 000 €, j'arrondis, hein, de recettes. Les halles, rénovation des halles, donc une dépense de 740 000 TTC, recettes de 150 176,
Souvenez-vous qu'au budget, on avait inscrit une moitié en recette et on a eu une recette supplémentaire en subvention de la région. Donc, ce qui nous fait un total de 250 000 € de subvention. On a perçu un acompte de 37 000 €, reste à toucher 212 650 pour 2023. Et la volonté aussi de la municipalité, c'est de rebooster, relooker ce secteur qui sert aujourd'hui seulement uniquement au marché et aussi à abriter certaines associations. Et la volonté aussi de la municipalité, je vous le rappelle, c'est de rebooster tout ce secteur, redynamiser ce secteur par la mise en place, la mise en place d'un marché des producteurs un samedi par mois. Donc, et avec une animation en fin de journée. Vous voyez un peu, on s'est déplacé avec ma première adjointe sur plusieurs marchés des producteurs pour voir un peu comment ça fonctionnait. Donc voilà, on est assez optimiste en la matière. L'aménagement du quartier de la Pertinguette, il est en cours, donc il faut l'assumer. On a déjà engagé 172 000 € de dépenses pour 105 000 € d'acompte de subvention. Vous voyez ce qui reste à financer, 3 127 000 pour 2 94 000. Dedans est intégrée la maison pour tous, bien sûr. Après... Ah, j'ai oublié, moi. J'étais très vite, moi. Très vite. Donc, le Belvédère, oui, j'étais très vite. Le Belvédère, donc pareil, réalisation obligatoire cette année, et une subvention qui est attribuée, il faut la réaliser, sinon on risque de la perdre, ça serait quand même dommage. Et c'est aussi un vœu pieux, puisque finalement on a revu un peu, on a rebâti un peu finalement ce dossier-là pour que ça soit un équipement digne de ce nom, parce que pour recevoir aussi du public et puis des touristes qui l'utilisent. Le centre social, ce ne sera plus l'Arlésienne, comme je vous disais, parce qu'on en parle depuis 15 ans. Aujourd'hui, le centre social, ça y est, c'est acté par l'ANRU qui a accepté le transfert de la Pertinguette sur Mermoz. Donc on aura une dépense moindre, même si on est beaucoup subventionné sur ce dossier-là, puisqu'on n'aura que de l'aménagement intérieur à faire, puisque, pour rappel, était prévu sur la Pertinguette la réhabilitation du bâtiment Camille Lasso existant avec une extension qui coûtait très cher. Aujourd'hui, ce bâtiment sera démoli complètement, rendu à des terrains à bâtir, et le centre social donc sera hébergé, enfin, sera installé dans un local qui appartient à la ville, et il sera à proximité de Villavoisin et puis Bel Air. Et à ceci, on a rajouté quand même une dépense pour y inclure un aménagement extérieur. Les abords pour avoir quelque chose de propre, qu'on ne laisse pas en l'état, avoir un parking, avoir un peu d'arbres, un peu des végétaux, un peu de verdure dans tout ce secteur-là, embellir ce secteur-là pour l'accueil aussi, plus accueillant pour ce centre social. Réseau de chaleur, donc réseau de chaleur, c'est l'étude que nous avons votée, il faut l'inscrire. On a eu l'accord, donc la subvention est votée. Donc je vous avais annoncé que 90% de subventions, elles sont bien votées. On a reçu le courrier. On a eu une réunion d'ailleurs cet après-midi pour travailler un peu avec un comité de pilotage pour étudier, voir un peu la mise en place éventuelle d'un réseau de chaleur sur la ville de Rethel, englobant plusieurs collectivités locales, territoriales et d'équipements publics, bien sûr. Voilà, donc là, cette année, on se contentera dans un premier temps de financer les études. La Rue-Chanzy, là, pareil, Rue-Chanzy, c'est un dossier qui est en souffrance depuis 5 ans, 6 ans. Il y a une subvention qui a été encaissée à hauteur de 24 300 €, mais en 2017. Et aujourd'hui, on est sommé soit de faire les travaux, soit qu'on rend la subvention. On rend la subvention, donc il y a eu un acompte de versé, on ne sait pas où il est parti cet acompte-là. Il y a 224 259 à récupérer. Les études vont être lancées, c'est une rue qui mérite d'être rénovée, revue de fond en comble, mais malheureusement quand on décide la rénovation d'une
voirie, on est confronté à tous ces équipements qu'on ne voit pas, que ce soit l'assainissement, que ce soit les réseaux d'eau, les réseaux assainissement, l'enfouissement des réseaux, EDF, France Télécom, éclairage public. Vous voyez, tout ça, ça vient cumuler les dépenses et ce dossier-là doit être réglé au plus vite. Le réaménagement de la traversée urbaine, donc rue Gambetta, rue Colbert, ce ne sont que des études affichées, donc avec un minimum déjà de 68 000 € de subvention d'accordé, comme sur les 85 000 hors taxes, c'est pas mal. Donc là, on va pouvoir lancer les études en 2023 pour faire des propositions en 2024. Dans la traversée urbaine, est associée aussi l'étude de circulation, du plan de circulation. La friche Smurfit Kappa, étude de faisabilité, donc on a affiché 16 000 €. On a une réunion bientôt qui nous a été proposée par M. Caïton, le directeur général de Smurfit Kappa, avec l'établissement public foncier du Grand Est, le PFGE, voir un peu qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour travailler sur le devenir de ce site et qui fait quoi. Est-ce que le PFGE se substitue à la commune dans un premier temps, parce que la commune n'a pas les moyens financiers, c'est clair, même la communauté de communes seule, même si même nous deux réunis, on n'aura pas les moyens, il y a quand même 24 000 m², il y a de la démolition, enfin il faut voir toutes les conditions vont être vues avec le PFGE, à l'établissement public foncier, pour qu'ils prennent en charge l'acquisition et qu'ils nous le rendent par la suite. Le principal, c'est de garder la maîtrise du site pour y décider des investissements. Parce que les investissements, vous savez que tout le monde se bat pour venir faire du logement. D'ailleurs, je vais vous le dire, on a un dossier qui me perturbe énormément, puisqu'on risque d'avoir le sanglier transformé en logement social. Et ça, pour moi, c'est pas possible. Ben oui, mais le problème, c'est qu'il y avait des porteurs de projets, ça n'a pas marché. Nous, on n'a pas les moyens, même si on a été là pour essayer de les rapprocher, mais voilà, ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà. Donc, nous avons une réunion cette semaine sur ce dossier, très, très important. On manque crûment d'hôtels dans cette ville. Voilà, c'est un établissement qui est beau, mais qui est vétuste, qui demande aussi des travaux de rénovation, puis de réhabilitation, enfin de rénovation et puis d'équipement, puisqu'il y a des contraintes aussi d'accessibilité qui seront imposées, bien sûr, demain. Voilà, vous voyez un peu, c'est un dossier qui va être chaud. Oui, monsieur Avery. Juste pour Smurfit Kappa, je crois que l'entreprise était quand même assez pressée. Alors si vous dites qu'il y aura une réunion la semaine prochaine, donc ça permettra de voir un petit peu où ils en sont, effectivement. Parce que je pense que 16 000 € sur cette opération, c'est peut-être un peu court pour 2023, mais vous attendez peut-être la réunion avec Smurfit pour voir comment je fais derrière. On attend la réunion, puisque il avait été proposé une réunion, mais le PFG n'est pas disponible, et Smurfit Kappa donc n'ont pas été prêts en temps et en heure, puisqu'ils avaient d'autres impératifs, et d'autres, parce qu'il y avait aussi la situation de la dépollution du site, voilà, parce que soit qu'ils vendent en l'état, qui prend la dépollution, et donc il y a des calculs, et je sais qu'ils avaient pris un peu de retard, parce qu'ils auraient aimé que ça soit traité dans le deuxième semestre 2022. Indépendamment de leur volonté, on en est là aujourd'hui, ils vont recevoir, je ne sais pas si la réunion elle est fixée, il y a eu de nouvelles dates de proposer pour que Smurfit Kappa reçoive le PFG pour trouver un terrain d'entente. S'il y a des prix d'annoncer, bien sûr, après les prix annoncés, ce sont des prix annoncés d'acquisition. Et qu'est-ce qu'on y met dedans? Mais voilà, donc on dépend aussi un peu des décisions de la direction de Smurfit, et c'est normal, et on s'adaptera en fonction d'eux. Mais c'est pour dire aussi la proposition que je vous ferai sur le plan budgétaire,
c'est d'y inscrire une somme de 16 000 €, c'est pour ouvrir le chapitre. C'est surtout ça. L'aménagement Gobinet, bon, c'est les clôtures d'écriture. Il reste encore donc c'est les garanties bancaires à solder, tout ce qui s'ensuit. Il reste 75 000 € TTC à régler. Et là, il nous reste encore à toucher 887 000, à peu près 900 000 € de subventions à percevoir. Donc tout est envoyé au fonds FEDER. C'est très compliqué, mais c'est très long. Mais on les touchera pour 2023. Les vestiaires foot, c'est pareil, donc un solde à payer, tout confondu, 40 000 €. Il faut qu'on trouve des terrains d'entente entre les entreprises, mais je pense que de toute façon ça va se faire. Ça sera. J'ai demandé au service sport de me faire un compte rendu de ce constat établi par l'huissier, et voir un peu, et je pense que le reste, le peu de travaux qui restent, on va le prendre en charge. Ça sera à nous de voir un peu répartir un peu les dépenses, et c'est surtout rapidement, là c'est ce que j'ai dit, c'est de convoquer, parce que là il n'y a pas de terme, le président de Rethel Football et Rethel Courir pour trouver un terrain d'entente dans le fonctionnement de cette équipe, dont on ne maîtrise pas les coûts de fonctionnement de demain. Panneaux photovoltaïques, ça sera donc, il vous sera proposé d'inscrire un montant de 16 000 € pour installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture du tir impact, qui est très isolé du périmètre urbain de la ville, et qui n'ont pas d'éclairage, qui n'ont pas de chauffage, qui n'ont rien, donc qui n'ont pas d'eau. Voilà, il y aura une participation, donc elle est déjà arrêtée de l'association, autour de 4 000 €. Et apparemment, on pourrait éventuellement aller chercher, d'ailleurs la demande est partie, je n'ai pas de nouvelles plus que ça pour l'instant, je l'aurai certainement quand on fera la commission des finances, pour le montant de la subvention. L'enfouissement des réseaux, éclairage public, rue Jean-Baptiste Clément et éclairage public des Verts. Donc là, c'est le paiement de l'éclairage public rue Jean-Baptiste Clément. L'enfouissement des réseaux que nous avons voté au dernier conseil municipal de la rue Jean-Baptiste Clément. Donc il y a lieu, par cette participation de la Fédération départementale de l'électricité, bien évidemment. Vous reprenez vos documents des réunions antérieures, vous avez tout le détail. Et c'est à peu près 402 000 € donc à inscrire. J'ai rajouté éclairage public d'hiver, voilà, c'est en cas où qu'on interviendrait sur certains secteurs. J'ai eu une discussion avec le président de la Fédération départementale de l'électricité. Il m'a dit arrêtez-vous les collectivités de remplacer systématiquement vos éclairages publics au sodium par du LED tout de suite, parce que l'éclairage LED, c'est un amortissement qui va aller sur 40 ans, 50 ans, qu'il faut garder une certaine pertinence. Ce que vous faites aujourd'hui de couper l'éclairage public, c'est parfait. Voilà. Après, c'est à vous de voir un peu dans votre gestion de l'éclairage public. Quand vous rénovez, enfin quand vous faites des travaux de rénovation, vous changez les mâts, vous passez au sodium, ok, mais remplacer le sodium actuel par du LED systématiquement, c'est pas le meilleur marché, bien au contraire. Oui, travaux d'assainissement, Resson, les travaux devraient démarrer courant, allez, on va dire mi-juin. Information à la population, réalisation, comment? Il va y avoir du carottage. Ah oui, mais ça c'est des sondages, ça. Mais début des travaux, donc courant juin. Donc les marchés vont être lancés pour la mise en place du tout à l'égout de Resson, tant attendu depuis des années et des années. Plantations diverses, rue Jean-Baptiste Clément, rue du Général de Gaulle. Je vous proposerai d'inscrire un montant d'à peu près 17 000 € pour financer les arbres rue Jean-Baptiste Clément. Il y en a pour 6 000 € pour être très transparent.
et puis prévoir de l'implantation rue avenue du Général de Gaulle. La vidéoprotection, je vous propose d'inscrire et l'accès au bâtiment. Je vous proposerai aussi de revoir un peu parce qu'on a un parc de vidéoprotection ou vidéosurveillance comme on veut, à peu près de 38 caméras aujourd'hui, mais le problème que nous avons, c'est qu'il n'y a pas de contrat de maintenance, d'entretien qui a été signé en même temps. Aujourd'hui, il est urgent de mettre un contrat d'entretien en place, de revérifier tout le site. Je dirais qu'il n'y a pas de caméra défectueuse. Enfin, il y en a une ou deux sur les 38, c'est pas grave. C'est pas, j'ai demandé aussi l'étude aussi de prévoir un accès au bâtiment par badge, puisqu'on a des clés qui circulent partout. J'ai l'impression que chaque Rotellois a une clé pour rentrer dans les bâtiments. Il y a de la visite partout, il y a des portes qui s'ouvrent partout. Et quand on voit les frais de facturation de fabrication de clés, parce que les clés passent partout, tu sais, attention, parce qu'une clé passe partout, c'est 500 balles, hein, 500 €. C'est énorme. Et puis ça permettra aussi d'avoir une surveillance et d'avoir un contrôle d'accès partout, sur tous les bâtiments. Donc actuellement, il va demander au service bâtiment et des sports de faire le constat de tous les bâtiments que nous avons et voir étudier, enfin pas étudier, la mise en place d'un système d'accès à tous ces bâtiments. Il vous sera proposé aussi d'inscrire à peu près 40 000 € de travaux de bâtiments, d'entretien, de rénovation de bâtiments sur le parc, et acquisition de matériel à hauteur de 100 000 €. 100 000 €, donc matériel divers, hein, que ce soit pour les services techniques, que ce soit principalement les services techniques, bien sûr. Remboursement du capital des emprunts, donc on aura notre dette à rembourser, hein, c'est 700 000 € cette année, hein, le remboursement du capital, et c'est à peu près 200 000 € en intérêt d'emprunt. À travaux de voirie d'hiver, 1144 000 €, donc de prévoir donc, des travaux de voirie dans la ville, d'entretien de voirie, de rénovation. Tout ce qu'on peut, nous pouvons passer en investissement pour retoucher la TVA, donc ça sera budgété dans et réglé dans ce chapitre-là. Acquisition et vente immobilière. Voilà. Donc là, je vous dirais, ça ne sera peut-être pas utilisé. On va voir un peu si on a des opportunités pour faire des acquisitions, pourquoi pas. Donc je ne m'étalerai pas dessus. Donc on a quand même des recettes assez importantes, hein, d'inscrites, 1 million d'euros, où on a encaissé la vente du Quai d'Orfeuille, qu'on va encaisser cette année. On a les lots, il y a les ventes des 2 terrains à Pargny-Resson, qu'on avait dit qu'on achetait le bâtiment et en parallèle on vendait les terrains, qui cette vente nous permettait de payer le bâtiment. Comment les parcelles, oui, les terrains à bâtir, quartier de la Patinguette, hein, donc il y a pratiquement 11 parcelles qui vont se créer, terrain à bâtir, la requalification du secteur. Il y a quoi d'autre aussi? Comment? L'ancienne gendarmerie, un terrain que nous avons vendu à Bitazoruit, mais finalement en 2021, mais là il va être signé le 28 février, puisque dans la convention de l'époque, il était prévu que c'était la ville qui se portait toutes les charges, tous les frais de ce secteur. Et attendez, la ville n'a jamais à disposition le terrain à l'euro symbolique à Bitazoruit, on ne va quand même pas payer les frais de notaire pour le transfert de propriété. Donc j'ai demandé à Bitazoruit de revenir un peu, de revoir un peu cette convention et de prendre en charge tous ces frais de notaire. Donc ça a été voté, validé, et donc tout transféré. Donc là-dessus, ça y est, c'est une affaire de réglée. Et puis il y avait quoi d'autre aussi comme autre parcelle? Ah oui, les 2 parcelles aussi que nous avons vendues en face la piscine, souvenez-vous, à M. Ferrari, les 2 parcelles. Vous voyez, donc ça fait à peu près. Donc pareil, tout ça, ça n'a pas été encore, ça n'a pas encore été encaissé, voilà, puisqu'avec Ferrari, la maison Ferrari, ça a pris un peu de retard, parce qu'à chaque vente aujourd'hui, il y a obligatoirement un sondage
à faire sur chaque parcelle. C'est obligatoire et frais normalement supportés par le vendeur. Et là, les frais sont supportés par l'acheteur. Le fonds de compensation de TVA, vous voyez, c'est ce que je vous disais, donc les 340 000 € que nous inscrirons en recettes, ce sont donc la récupération de la TVA que nous avons sur les travaux que nous avons réalisés en 2021. Alors vous voyez, avec tout ce que je vous ai dit, tout ce qu'on va pouvoir voilà, discuter lors de la prochaine commission des finances et pour l'élaboration du budget, donc entre le différentiel entre les dépenses, 11 600 000 € pour 7 600 000 € de recettes réelles, ce n'est pas des recettes attendues ou espérées où on attend de réponse, c'est du réel. Donc il y a un montant financier de 4 millions d'euros. Nous ferons après relais TVA si on accepte, si on votait l'intégralité du truc. On ferait un emprunt relais TVA de 2 73 000 €, enfin 2 millions, on arrondit bien sûr. Et il y a un reste à financer de 1 900 000 €. Donc à trouver. Donc comment on le finance? Est-ce qu'on fait un emprunt? Est-ce qu'on prélève sur nos fonds libres? À voir un peu comme tout, on aura toutes les données. C'est ce que je vous disais, ce tableau pourra subir des arbitrages en fonction des capacités financières de la ville. Le montant reste à financer sera définitivement arrêté en fonction du résultat connu du compte administratif de 2022. On aura l'excédent global de clôture réel et ça permettra de connaître le montant de prélèvement. Et donc en fonction de l'excédent, est-ce que l'excédent, on injecte la totalité, ça serait une folie, une erreur grossière, une erreur comptable, cet excédent de le transférer à l'investissement, donc il faut toujours se garder une part pour le fonctionnement. Donc il faudra voir un peu la répartition de cet excédent, ce qu'on verse à l'investissement ou pas. Voilà, donc vous voyez, il y a toutes ces données qu'on aura dans peu de temps. Et comme je dis, 2023 marque le début d'une phase ambitieuse d'investissement. On fait en fonction de nos moyens et ça permettra de construire des projets structurants à la hauteur de la 3e agglomération de notre département des Ardennes. Voilà ce qui vous est proposé pour les orientations budgétaires 2023. Donc ça sera à retranscrire au budget 2023, bien évidemment. Et puis, pas de plan sur la comète. Comme je vous dis, le nerf de la guerre, c'est l'argent, ce sont les possibilités financières. On fera en fonction de nos possibilités financières. Pour aussi être prudent. Il y a le budget location, aussi, il ne faut pas l'oublier, en parallèle, qui gère l'entreprise Technipat, Euromaster, qui nous appartient aussi, le centre d'entreprise Mermoz, où nous avons loué à je ne sais plus le nom, j'arrive jamais à retenir. Voilà, c'est en anglais. Alors, ne m'en voulez pas. Hein. Pour Byrox, AC Moteur Engineering, voilà. Je l'ai bien dit. Hein. L'entrepote, donc c'est le Jouvet, et l'ancien commerce d'ici. Tout ça, donc ça sera. Comment? Hein? Oui, voilà, c'est exactement. Et le fonctionnement, il y a les charges, bien sûr, il y a rien orienté sur le budget location. C'est un petit budget location, mais bon, il est là aujourd'hui. Et en investissement, les charges de remboursement de capital d'emprunt, une provision de 20 000 € pour des travaux de l'État. De toute façon, tout ça, c'est, je dirais, le budget location, je dirais, c'est le même fonctionnement qu'avec le budget CCS. Donc voilà, on fait des transferts en cas de besoin. S'il n'y a pas assez d'argent sur le budget location, ben c'est la ville qui abonde. Voilà, vous ne m'avez pas arrêté, donc j'ai assailli de chiffres, assailli de projets. Vous voyez, donc c'est quand même très riche en volonté d'investissement et donc la possibilité financière, même si la situation, on a réussi à rétablir quand même les finances qui va nous permettre aussi d'avoir un projet ambitieux. Mais attention, soyons prudents. Hein, soyons prudents. C'est quand même, la ville de Rethel mérite d'avancer, d'avoir un cadre de vie qui s'améliore, hein, et que cette ville aussi
se démarque, la morosité départementale. Et puis, surtout, le point le plus important sur lequel on devra gagner, c'est la démographie qu'on doit gérer au plus proche, puisque plus on aura des habitants, plus on aura des impôts, plus on aura la dotation de l'État, bien sûr, et plus les commerces vivront. Voilà ce que j'avais à dire sur ces orientations budgétaires. Vous voyez donc que c'est quand même assez riche d'informations. Si vous avez des demandes d'intervention, vous n'hésitez pas. De toute façon, il n'y a pas de vote. Je tiens à vous remercier parce que je vois que dans le budget d'allocation, il n'y a pas de loyer de la mission locale. Donc je vous remercie de nous faire cadeau de la mission locale. C'est ça la bonne gestion. C'est ça la bonne gestion, parce que je vous rappellerai quand même, Monsieur le Président, là je vais vous taquiner un peu, parce que vous me taquinez, ça va détendre un peu l'atmosphère. Vous savez, on a essayé de rééquilibrer pour que tout le monde soit traité sur le même pied d'égalité, puisque chaque fois qu'on vous met à disposition la salle des fêtes, l'atmosphère, on vous fait grâce de la location, on vous l'offre. Donc sinon, ça serait 2 000 € chaque fois. Donc vous voyez, 4 locations par an, ça fait 8 000. Donc, ça, vous voyez, donc à ce petit jeu-là, on peut s'amuser, mais bon. Et la mission locale, la mission locale, comme les autres, hein, on ne fait plus de différence. Voilà, on ne fait plus de différence, se doit de payer le fonctionnement. C'est un bien de la ville. Vous savez, dans la vie privée, on le fait pareil. Et là, il fallait rétablir une certaine vérité. Voilà, c'est pas parce que c'est la mission locale, au contraire, j'ai d'excellentes relations avec la mission locale, mais aussi je suis là en tant que gestionnaire. Voilà. Et ne vous inquiétez pas, parce que la mission locale, elle est encaissée sur le budget de la ville. Vous ne serez pas oubliés. Vous ne serez pas oubliés. Surtout pas, parce que là, si j'oubliais, je serais un mauvais gestionnaire. Et vous saurez me le rappeler. Après, d'autres, non? Bon, c'est bon. Point suivant, les actes pris par le maire dans le cadre de ces délégations, c'est principalement donc, des ventes de concessions. Des ventes de concessions, donc ils doivent être communiqués à chaque conseil municipal. Voilà. Il n'y a eu que ça pour l'instant. Et puis, en question diverses, donc voilà, c'est un dossier récurrent avec Veolia qui traîne depuis un certain temps. Il y a une facturation qui a été envoyée à la concierge du cimetière, Mme Huon, qui ne l'avait pas payé. Donc là, je demande l'autorisation de la rembourser à hauteur de 60 €. On peut pas. Non, vous voulez pas? On peut pas. On peut pas. Oh. Il est trop juste. Eh, je vous fais voter. Hein. Bon, ok, pas d'opposition, pas d'abstention, on vous remercie là-dessus. Alors, commission des finances, 8 février prochain, à 17h30, et le prochain conseil municipal, jeudi 16 février, vote du budget 2023 et du compte administratif 2022. On aurait dû faire l'inverse, compte administratif et le budget. Non, mais la logique de... Voilà. Mesdames et messieurs, l'ordre du jour étant épuisé, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle soirée à toutes et tous et à très vite. Sinon, il n'y a rien qui glisse.